Comme j'ai dit, on va aborder le chapitre 9, implémentation de Cisco Adaptive Security Appliance. Donc, c'est un chapitre dans lequel on va voir un peu le pare-feu matériel de Cisco. Alors, au sommaire de ce chapitre, on va avoir une introduction au hasard et la configuration du firewall. Et à la fin, comme d'habitude, un résumé du chapitre. Alors, juste avant de commencer, donc, dans cette séance-là, de la séance, on va faire uniquement une partie du chapitre, parce que c'est un chapitre qui est consistant, on va faire une partie du chapitre. À la fin, on va faire une petite démonstration. Et la séance prochaine, Inch'Allah, on va continuer. Donc, comme introduction au hasard, on va voir quelles sont les différentes solutions, quelles sont les différentes versions pour la sécurité des réseaux en utilisant le firewall hasard. Et on va prendre comme exemple le ASA 5505 et voir un peu quelle est la configuration par défaut de ce firewall et quelles sont les opérations qu'on peut faire à travers ce pare-feu. D'accord? Donc, un petit aperçu sur les différentes solutions ASA. Donc, il y a plusieurs versions. À commencer par la version basique, le ASA 5505. Alors, ça, c'est la version basique qui permet, bien sûr, un débit de 150 mégabits par seconde. Donc, ça, c'est généralement c'est un pare-feu qui est utilisé pour les toutes petites entreprises qui n'ont pas un trafic important. Après, on trouve le ASA 5506 qui est un peu plus avancé par rapport au premier et qui reste aussi dédié pour les petites entreprises et qui permet bien sûr de gérer un trafic de 750 mégas. Après, il y a le 5512 et le 5515. Comme vous remarquez, donc le trafic géré par ce ASA, il dépasse le 1 gigabit par seconde. Il y a les solutions pour les réseaux de frontières. Donc ça, c'est des ASA qui sont un peu plus avancés, plus coûteux et dédiés pour les moyennes entreprises. Donc à savoir le 5525, 5545 et le 5555 qui peut aller jusqu'à 4 gigas par seconde. Alors, et bien sûr, il y a les solutions data center, donc les solutions qui normalement doivent gérer un trafic important, hein, d'accord, trafic important qui peut aller jusqu'à 20 gigas par seconde, d'accord. Donc, avant de poursuivre, je voudrais juste faire une petite vérification par rapport au son. Est-ce que le son est toujours clair? Donc, répondez juste par message. Est-ce que la présentation est claire? Très bien. Maintenant, ce pare-feu ASA, il permet bien sûr de faire un filtrage de trafic entre plusieurs. Donc, à la base, on peut utiliser trois réseaux, bien trois zones. La zone inside qui est une zone privée, la zone outside et la zone DMZ. Donc, ce pare-feu, c'est-à-dire sans configuration, c'est-à-dire il suffit juste de connecter les réseaux aux interfaces du pare-feu. Il permet bien sûr de filtrer du trafic, c'est-à-dire il y a un trafic par défaut qui est autorisé, c'est ce qu'on remarque ici. Hein. Donc, le trafic autorisé, c'est tout le trafic à destination
de la zone outside. Et quand on parle de la zone outside, c'est la zone Internet. Le trafic aussi vers la zone DMZ qui héberge les serveurs. Voilà. D'accord. Et le trafic depuis outside vers DMZ. Donc, si on connecte le ASA à ces trois réseaux, à ces trois zones, donc sans implémenter aucune règle de filtrage, aucune stratégie de sécurité, on aura ce type de trafic qui est autorisé. Par contre, il y a un trafic qui est implicite deny, hein, comme on dit. C'est tout type de trafic vers la zone inside. Donc, tout le trafic à destination du inside, normalement, il est bloqué. Donc, parce que c'est l'objectif à la base, c'est de sécuriser les réseaux privés. D'accord? Sécuriser les réseaux privés. Donc, résumons, le trafic qui n'est pas autorisé, un denied traffic, c'est tout le trafic depuis n'importe quelle source, mais à destination de la zone inside. D'accord? Alors, jusque-là, est-ce que c'est clair? Répondez rapidement par message oui, non. Oui, c'est clair. Le rythme, ça va? Est-ce que je réduis un peu le rythme? Non, c'est clair? Très bien. Tout le monde suit sans problème. Très bien. Alors, de point de vue implémentation au niveau du réseau, nous avons deux modes. Alors, le mode routé et le mode transparent. Le mode routé, ça veut dire que je vais mettre le pare-feu ASA au niveau de mon architecture sous forme de mode inline. Donc, si vous vous rappelez, lorsqu'on a vu le chapitre IPS et IDS, donc le mode inline, c'est pour le IPS, c'est-à-dire que le capteur, il va à la fois filtrer et à la fois jouer le rôle du routage. Donc, lorsque je place mon firewall, comme le montre ici la figure, lorsque je place mon firewall en mode routé, donc le firewall, il ne fait pas uniquement le filtrage, mais aussi il assure la fonction de routage. Donc, il fait le routage. Donc, c'est une charge supplémentaire par rapport au pare-feu, mais c'est une solution qui est envisageable. Maintenant, le problème qui se pose, c'est lorsque il y a un problème au niveau du pare-feu, lorsqu'il y a une surcharge ou bien le pare-feu tombe en panne, on a un isolement entre ces deux réseaux. Le mode transparent, c'est-à-dire que le pare-feu, il est placé en dehors du trafic, il est connecté au réseau, il fait le filtrage, mais il n'influence pas le trafic. Donc, le trafic géré par les routeurs, il est indépendant du pare-feu. Donc, le pare-feu assure uniquement la partie filtrage. D'accord? Bien sûr, l'utilisation de ce pare-feu nécessite bien sûr des licences. Alors, les versions d'iOS, par défaut, ils ont des limites par rapport à l'utilisation du pare-feu. Ça dépend bien sûr du trafic, ça dépend surtout au niveau de la partie VPN, c'est-à-dire qu'avec un firewall ASA, avec licence de base, on ne peut pas avoir des connexions VPN multiples. D'accord? Donc, nombre limité de tunnels VPN. Et si on veut augmenter le nombre de tunnels VPN, il faut bien sûr faire un upgrade de la version iOS et passer à une autre version qui supporte plus de VPN. Donc ici, vous avez un aperçu de la licence de base. Donc le nombre de VLAN, il est limité à 3. Il ne permet pas de gérer plusieurs ISP, c'est-à-dire on ne peut pas faire le load balancing des connexions Internet, ainsi de suite. Donc ici, pour les
connexion VPN, donc c'est 10, ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est un petit aperçu des limites de la version de base de l'iOS. Alors, il est à noter, bien sûr, que l'iOS utilisé par le ASA, c'est l'iOS utilisé par les routeurs. Donc, chaque matériel, il a son propre iOS. Donc, ça, je pense que vous savez tous. D'accord? On va passer à la partie configuration de base. Donc, on va essayer Dual ISP. Alors, c'est-à-dire que le ASA ne peut pas gérer deux connexions Internet différentes. Alors, maintenant, il y a des pare-feux qui supportent plusieurs connexions Internet à l'entrée et une connexion à la sortie. On utilise ces techniques pour augmenter la bande passante. Par exemple, une entreprise, elle a deux accès Internet, par exemple ADSL de 20 mégas. On veut faire, par exemple, la visioconférence, on a besoin de plus de bande passante. Si les 20 mégas ne sont pas suffisantes, il y a même qu'un café avec 20 mégas, on a besoin, par exemple, de 30 mégas. On peut coupler, on peut faire la sommation, les deux liaisons 20 mégas, 20 mégas, on va avoir 40 mégas. D'accord? Donc, il y a des équipements qui peuvent faire ça. Alors, le ASA, il peut le faire, mais pas avec la licence de base. C'est-à-dire, si vous avez la licence de base, on ne peut pas faire ça. Donc, il faut passer à une autre version qui supporte plusieurs ISP. Et ISP, pour rappel, c'est Internet Service Provider, c'est fournisseur d'accès à Internet. D'accord? J'espère que j'ai répondu à la question de HP. D'accord? Très bien. Donc, il a répondu. Alors, on va passer à la configuration de base. Alors, ce chapitre-là, et dans ce cours, on propose l'étude et la configuration du ASA 5505. Mais pour les autres versions, il y a la configuration, elle est similaire, sauf des changements par rapport aux interfaces, tout ce qui est physique. D'accord? Donc, généralement, les commandes sont à 80% les mêmes. D'accord? Donc, vous voyez ici la face avant de le firewall. Regardez la face avant. Donc, il y a un port USB pour, soi-disant, faire les sauvegardes des configurations, peut-être faire la mise à jour si on n'a pas un accès TFTP. Il y a des voyants, les voyants avant pour la liaison, les connexions et les débits. Il y a le voyant pour l'alimentation, l'état, connexion VPN, SSC. Donc, SSC, c'est une carte d'extension qu'on peut rajouter au hasard. Donc, si vous voyez ici la face arrière, c'est un emplacement pour une carte SSC. Donc, si la carte elle est présente, elle est insérée, le voyant il va être en vert. Si elle n'est pas insérée, le voyant il n'affiche rien. VPN, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un tunnel VPN qui est établi, ainsi de suite. Et revenons à la face arrière. Donc, ça, c'est le connecteur d'alimentation. C'est pour brancher l'alimentation du firewall. Alors, nous avons 8 ports switch qui permettent bien sûr de connecter le firewall au réseau local. Le port console, 2 autres ports USB supplémentaires. Ça, c'est pour réinitialiser la configuration. Et ça, c'est pour la sécurité physique. On peut connecter le cadenas pour c'est-à-dire protéger le firewall contre le vol. Alors, un petit feedback. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Est-ce que le son est toujours clair? Est-ce que la présentation est claire? Est-ce qu'il n'y a pas de remarques? Très bien. Donc, la plupart répondent par oui. C'est déjà bien. D'accord? Très bien. Donc, maintenant, on va voir un peu ce qu'on appelle les niveaux de privilèges, security levels. Alors, comme j'ai dit, le pare-feu, par défaut, il permet de connecter 3 zones différentes. Une zone inside qui est une zone privée, une zone outside qui est généralement l'Internet et une zone DMZ, c'est la zone qui héberge tous les serveurs qu'on voudrait sécuriser. D'accord? Alors,
l'iOS du ASA, il reconnaît ces trois zones à travers leur niveau de sécurité. Alors, le niveau de sécurité, réellement, c'est quoi? C'est un numéro qui varie entre 0 et 100. Donc, le niveau minimum, c'est 0 et le maximum, c'est 100. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le niveau 0? Qu'est-ce que ça veut dire le niveau 100? Donc, plus le niveau est maximum, plus la sécurité est meilleure. Donc, généralement, on attribue un numéro faible aux réseaux qui ne sont pas sécurisés, notamment la zone outside. Donc, dans notre schéma, la zone la moins sécurisée, c'est-à-dire vulnérable, d'accord? C'est-à-dire, c'est une zone à travers laquelle on peut recevoir des attaques. Donc, le niveau 0, c'est le niveau moins sécurisé. Et le niveau supérieur, c'est le niveau sécurisé. D'accord? Alors, par défaut, pour la zone outside, donc le ASA, il reconnaît la zone outside comme étant une zone connectée à Internet. Automatiquement, il attribue le niveau 0. Donc, on va voir même dans la configuration. Bien sûr, ce paramètre, on peut le modifier par commande. Si on crée une zone nommée outside avec ce mot-clé-là, outside, c'est automatiquement le niveau 0. Inside, c'est le niveau le plus sécurisé, c'est-à-dire le réseau privé qui doit être sécurisé et il a le maximum de niveau de privilège, c'est 100. DMZ, c'est une zone moins sécurisée. Pourquoi? Parce que on autorise le trafic qui vient d'Internet vers la zone DMZ. Quelque chose qui est autorisé par défaut depuis Internet, c'est moins sécurisé. D'accord? Donc, pour résumer, chaque niveau de privilège, c'est par rapport au niveau de la sécurité du réseau. Donc, si on voudrait créer un quatrième réseau avec un quatrième niveau, il faut d'abord définir le type de, c'est-à-dire le degré de sécurité du réseau pour définir la zone. Si par exemple, on voudrait créer un autre réseau privé, hein, un autre réseau privé, donc il faut choisir un niveau de sécurité qui soit le plus maximum possible. D'accord? Donc, 99, 98, ainsi de suite. Si on a un double ISP, une autre connexion Internet, donc une deuxième zone outside, on choisit un niveau plus faible, 0, 1 par exemple, ainsi de suite. D'accord. Alors, pour les scénarios de déploiement, ça dépend de l'entreprise, ça dépend du besoin, ça dépend de quantité de trafic, de l'architecture. Alors, minimum, ça c'est le minimum pour n'importe quel pare-feu, c'est 2 zones ou bien 2 réseaux. 2 zones ou bien 2 réseaux. Un pare-feu, il ne peut pas filtrer le trafic d'un seul réseau, donc on utilise minimum 2 réseaux, 2 zones, inside, outside. Les entreprises qui ont les moyens, qui ont une architecture un peu plus avancée, ils peuvent aller de 3, voire plus. D'accord? Donc, le déploiement, c'est par rapport à la taille de l'entreprise et aussi à son architecture. D'accord? Alors, bien sûr, dans une entreprise qui est bien structurée, qui est répartie sur plusieurs sites, on peut utiliser pour chaque site un pare-feu, si on a les moyens. Et pour connecter les deux sites à travers un moyen sécurisé, donc c'est le VPN et le ASA, comme on a vu pour les routeurs, le ASA, il supporte aussi le VPN IPsec. Donc, c'est une passerelle VPN. Hein, si vous vous rappelez le chapitre des VPN, le chapitre précédent, notamment, les passerelles VPN peuvent être des serveurs, peuvent être des routeurs et peuvent aussi être des
des pare-feux. D'accord? Donc, on pourrait éventuellement, si vous êtes intéressé, le module, le projet, on peut, hein, si par exemple un groupe est intéressé par la configuration du VPN site à site avec IP7 en utilisant le pare-feu ASA. D'accord? Alors, avant de passer à la section suivante, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, sur laquelle on peut revenir? C'est clair, oui. Bon, j'aimerais avoir la réponse de tout le monde. Si jamais il y a des questions, je peux m'arrêter, revenir et réexpliquer. Très bien. Oui. Donc, c'est clair? Alors, il y a des personnes qui quittent la réunion, je ne sais pas pourquoi. J'espère que c'est des problèmes liés à la connexion Internet. Très bien. Donc, si c'est clair, c'est bon. Alors, maintenant, on va passer à la section suivante, configuration du firewall ASA. D'accord? Donc, à la fin de ce chapitre, vous devez être capable, bien sûr, de comprendre les services qui sont activés par défaut, quelles sont les configurations offertes par ASA pour réaliser la configuration de base. On va voir la configuration des objets de groupe, configuration des listes de contrôle d'accès, configurer le NAT, configurer le AAA, hein, comme on a vu pour les routeurs, et on va voir le package, le framework MPF, qui est utilisé pour définir les stratégies de sécurité. D'accord? Donc, on va commencer par la configuration de ASA. Donc, on va découvrir les commandes de base pour la configuration du ASA. Alors, pour vous rassurer, alors, la structure des commandes, la syntaxe des commandes, alors, il y a une grande ressemblance entre les commandes du ASA et les commandes du routeur. Donc, il n'y aura pas de nouveauté à part les commandes de configuration. Donc, que ce soit le ASA, comme on a vu, les routeurs ou bien les commutateurs, les switches, les commandes se ressemblent. Hein. Mais il y a des différences par rapport à certaines configurations. Donc, le ASA, on a aussi le enable pour passer en mode privilégié, le configure terminal pour passer en mode de configuration, ainsi de suite. Donc, c'est les mêmes commandes. Hein. Alors, par contre, il y a des différences par rapport à certaines configurations. Alors, sur le tableau en bas, vous voyez, il y a un tableau comparatif entre les différentes commandes du routeur du ASA. Par exemple, sur le routeur, pour configurer le mot de passe Enable Secret, on utilise la commande Enable Secret Password. Alors, sur le ASA, on n'utilise pas Enable Secret, on utilise Enable Password. Alors, pourquoi on n'utilise pas Enable Secret? Parce que déjà, le ASA, c'est un dispositif de sécurité. Et quand on dit dispositif de sécurité, c'est-à-dire que à la base, toute la configuration, normalement, tous les mots de passe doivent être cryptés. Par contre, un routeur, c'est un équipement qui n'est pas fait pour la sécurité et donc on peut configurer un mot de passe en clair, mot de passe non crypté. Donc, retenez bien, pour configurer le mot de passe Enable, on a une seule commande, c'est Enable Password. Sur le routeur, on a deux commandes. On a le Enable Password et Enable Secret. Donc, pour avoir un mot de passe crypté dès le départ, il faut utiliser Enable Secret. OK?
Alors, enable password va nous créer un mot de passe enable qui est à la base crypté. Pour configurer, par exemple, le mot de passe des lignes VTY, configurer telnet, par exemple, au lieu de mettre 3 commandes, line, VTY, 0, machin, password et login, on utilise une seule commande, c'est password, password. Alors, password, c'est la commande qui résume ces 3 commandes. Donc, on n'est pas obligé de sélectionner les lignes VTY, définir le mot de passe et après login. Dès le départ, on fait password, c'est l'équivalent de ces 3 commandes. Pour configurer le routage statique, on utilise IP route au niveau des routeurs, l'iOS du. Sur le ASA, c'est route outside. Donc, l'équivalent de IP route, c'est route outside. Show IP interface brief qui affiche la configuration brève des interfaces, notamment l'adresse IP, ainsi de suite. D'accord? Alors, il y a un problème. Haddad, il n'arrive pas à voir. Je ne sais pas. Est-ce que tout le monde arrive à voir la présentation? Par la même occasion, oui. Donc, il n'y a aucun problème de ma part. Hein. Techniquement, il n'y a aucun problème. Peut-être que c'est le Haddad, il a fait une manipulation. Est-ce que tu arrives toujours à voir la présentation? Bon, normalement, il n'y a pas de problème parce que la plupart. Ah, c'est très bien. Donc, s'il vous plaît, essayez de suivre. Ne manipulez pas l'interface de Webex, sinon vous risquez de. D'accord, très bien. Donc, je reprends pour configuration du routage statique. Donc, c'est route outside, affichage de l'interface. En bref, donc il y a une petite inversion de IP interface. Donc, au lieu de show IP interface brief, on utilise show interface IP brief. Show IP route pour afficher la table de routage. Alors, sur ASA, c'est show route. Pour afficher les VLAN, c'est show switch VLAN. Show xlat, c'est pour afficher la table NAT. Et pour sauvegarder la configuration, write memory et write erase. Donc, ce qui vient dans le ASA, c'est que les commandes sont un peu réduites. Hein. Donc, si vous faites une comparaison, les commandes de ASA sont plus réduites. D'accord? Très bien. Donc, pardon. On va poursuivre maintenant. Les mots de passe qu'on va configurer. Hein, donc, par exemple, le mot de passe des VTY, bien sûr, il faut les crypter. Alors, pour les crypter, c'est un peu différent par rapport au routeur. On n'utilise pas les méthodes MD5, MD7, mais on utilise un cryptage un peu avancé. Pourquoi? Parce que c'est un équipement de sécurité et la sécurité est très importante. D'accord? Donc, sur le routeur, pour crypter un mot de passe non crypté, il faut activer le service de cryptage, Service Password Encryption. Alors, par défaut, malheureusement, sur le ASA, c'est désactivé. Pour vérifier ça, vous utilisez Show Encryption. Donc, vous remarquez ici, par défaut, c'est désactivé et même la clé qui est utilisée et n'est pas configurée. Donc, il faut configurer la clé. On va voir ça par la suite. Donc, il y a aussi l'aide contextuelle, c'est-à-dire que si vous avez des doutes par rapport à une commande, vous avez besoin d'informations, vous mettez help plus la commande et vous allez avoir une page de manuel qui vous montre un peu comment utiliser la commande souhaitée. Dans cet exemple-là, c'est la commande write. Donc, on a toutes les informations sur write, comment utiliser write, quelles sont les commandes qui suivent write, ainsi de suite.
D'accord. Alors, par défaut, c'est-à-dire, on parle du point de vue matériel, lorsque vous achetez un nouveau ASA 5505, vous le branchez pour la première fois, il est déjà préconfiguré. C'est-à-dire, il y a une configuration initiale qui vient par défaut. Et d'ailleurs, cette configuration, vous pouvez aussi la retrouver si vous faites une réinitialisation de le ASA. Donc, rappelez-vous, la face arrière, il y a le petit bouton Reset. Alors, si vous cliquez sur Reset et que vous réinitialisez le ASA, au redémarrage du ASA, vous allez trouver cette configuration. D'accord? Alors, le hostname par défaut, c'est Cisco ASA. Le mot de passe, alors généralement, le mot de passe, il n'est pas défini, c'est-à-dire, vous faites enable, vous rentrez son mot de passe. Alors, il y a deux interfaces, inside et outside. Alors, inside, c'est qui est connecté le réseau privé. Il est configuré avec l'adresse 192.168.1.1. Niveau de sécurité, c'est 100. Outside, niveau de sécurité 0. Et normalement, l'adresse IP est configurée automatiquement par l'opérateur. Alors, il y a le NAT, il y a le HTTP serveur, c'est-à-dire on peut accéder à l'interface web du ASA en utilisant l'Insight, c'est-à-dire en se connectant du réseau privé. D'accord. Ça, c'est le service DHCP activé sur l'interface outside. Et il y a une plage DHCP qui est configurée pour les réseaux privés et qui est activée sur le inside. Donc, tout ça, on va voir plus en détail les commandes pour configurer chaque partie. Donc, ça, c'est uniquement un overview, c'est-à-dire une vue d'ensemble sur la configuration par défaut. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Répondez rapidement comme d'habitude. Très bien. Alors, ça, c'est le mode setup. C'est le mode setup du ASA. Donc, le mode setup, c'est un assistant qui permet, bien sûr, de définir. Oui, Toféqi. Alors, Toféqi, il pose une question. Quelle est la question, Toféqi? Toféqi, c'est quoi la question? Alors, ce qu'on va faire, je n'arrive pas à voir la question. Bon, je vais poursuivre. Donc, ça, c'est le mode setup. Comme j'ai dit, le mode setup, il permet, bien sûr, de faire une configuration de base sans utiliser les commandes, en utilisant uniquement un assistant. Donc, cet assistant, vous pouvez l'utiliser et aussi vous pouvez le passer, c'est-à-dire vous pouvez ne pas l'utiliser. Donc, ça permet de faire une configuration sans qu'on utilise, bien sûr, les commandes. D'accord? Alors, on va voir un peu la configuration de gestion. Donc, normalement, première chose, c'est il faut configurer les paramètres d'horloge du ASA. Donc, surtout, c'est très important pour la journalisation. Si par exemple, il y a eu une attaque ou un filtrage et qu'on n'a pas l'horloge qui est configurée, c'est difficile, bien sûr, de savoir à quel moment l'attaque a été introduite.
Donc, il faut synchroniser soit manuellement, soit en utilisant un serveur NTP. D'accord? Donc, c'est la même config que pour le routeur. Donc, pour configurer l'horloge, on utilise la commande clock set. D'accord? Donc, on peut tester ça tout à l'heure via la démonstration. Donc, la commande, c'est clock set. Donc, l'heure, minute, seconde, jour du mois, le mois et l'année. D'accord? Donc, quelques commandes de configuration de base. Alors, le hostname, donc pour définir le nom, donc c'est la même commande que pour le routeur. Le domain name, alors enable password, ça permet de configurer le mot de passe enable, secret, donc crypté. Ça c'est pour la bannière. Ça c'est pour définir la clé de cryptage qui sera utilisée pour crypter les mots de passe. Donc, key config key, password encryption, et on définit la clé. Donc, c'est la clé qui sera appliquée pour crypter les mots de passe et l'algorithme de cryptage qui sera utilisé, c'est AES. Donc, tous les mots de passe seront cryptés en utilisant le AES pour la confidentialité et en appliquant la clé définie. D'accord? Donc, voilà un exemple de la configuration. Alors, hostname, le nom de l'hôte. Domain name, enable password class. D'accord? Alors, après, il faut configurer la clé. Alors, par défaut, comme j'ai dit, la clé n'est pas configurée. Donc, si on fait show password encryption, vous remarquez ici que c'est désactivé. D'accord? Alors, pour la configurer, voilà, la commande, c'est key config key password encryption. Et ça, c'est la clé qui sera utilisée. D'accord? Password encryption AES. Vous arrivez à voir les commandes? Est-ce que vous arrivez à voir les commandes? Oui, c'est bon. SD nuit. Très bien. OK. De toute façon, je vais partager avec vous la présentation. OK. Alors, après l'exécution de ces deux commandes, on refait la commande show password encryption et on retrouve que le cryptage il est activé. D'accord? Très bien. Alors maintenant, la configuration des interfaces. Alors, si vous vous rappelez, le pare-feu manouche des ports routés. Alors, quel port? Ça veut dire un port routeur. D'accord? Il y a uniquement des ports switch. Et pour configurer, par exemple, les interfaces inside-outside, on doit configurer les interfaces virtuelles, les interfaces VLAN, comme pour switch. Donc, les 8 ports, c'est des ports switch, c'est comme si on avait un switch à l'intérieur du ASA. Et pour attribuer une adresse IP, il faut configurer les interfaces VLAN. Donc, la configuration, elle ressemble à peu près à la configuration des commutateurs, c'est-à-dire on utilise interface VLAN, par exemple 1, VLAN 2. L'avantage ici, c'est le nom de l'interface, c'est très important. Donc, name if inside, ou le name if outside, ou le name if DMZ, ou bien vous mettez le nom que vous voulez. Après, security level, c'est pour définir le niveau de sécurité. D'accord, on va faire un exemple tout à l'heure. Donc, ça, c'est sélection de l'interface, le nom de l'interface et le security level. Donc, ça, c'est les trois commandes essentielles. Après, une interface, elle a besoin d'une adresse IP. Donc, soit on configure l'adresse IP manuellement en utilisant IP adresse, l'adresse IP après le masque, soit on utilise DHCP.
D'accord? Alors, il y a deux méthodes de configurer DHCP. Donc, IP adresse DHCP, donc ça c'est comme pour le routeur. Donc, l'interface, elle va recevoir une adresse IP automatiquement auprès d'un serveur DHCP. D'accord? Et on peut, en plus de l'adresse IP, configurer une route par défaut en utilisant cette interface-là comme interface de sortie. Donc, la commande IP adresse DHCP setroute, c'est une commande qui va affecter l'adresse IP à l'interface, l'adresse IP automatiquement à l'interface, et elle va rajouter une route par défaut. Donc, deux commandes, une seule commande. Configurer l'adresse automatiquement, plus insérer une route par défaut. Donc, généralement, ça, c'est utilisé pour les interfaces outside. Donc, si on fait une interface outside, normalement, une interface outside, c'est une interface qui se connecte à l'Internet. Et pour avoir accès à l'Internet, on a besoin de configurer le routage par défaut. Donc, une seule commande résume les deux configurations de l'interface, plus la configuration du routage statique par défaut. Alors, si l'interface elle est connectée, par exemple, un équipement Internet, hein, donc soit un modem ou un routeur, et que on va affecter directement l'adresse publique de l'interface, on peut utiliser les paramètres PPPoE. Donc, c'est l'adresse IP, elle va être attribuée non pas par un serveur DHCP, mais directement par l'opérateur. Donc, généralement, on utilise ça si on voudrait avoir l'adresse IP publique directement sur... Voilà, tu viens de rejoindre. D'accord. Si on voudrait avoir l'adresse IP publique directement sur l'interface de l'ASA. Parce que des fois, on a des problèmes de le NAT, le double NAT. Les équipements de l'opérateur ne permettent pas de faire le NAT. Et pour ça, on configure l'adresse IP directement sur le ASA. Donc, même les paramètres d'authentification d'Internet, il faut les configurer sur le ASA. Donc, avec le routeur, il joue le rôle uniquement d'un modem au SAF. C'est clair? Alors, IP adresse PPPoE, c'est la même chose. Donc, elle va affecter l'adresse IP par l'opérateur. En plus, elle va insérer une route par défaut. Donc, si vous n'utilisez pas cette route, il faut revenir et ajouter une route par défaut. Donc, voilà un exemple de la configuration. Alors, est-ce que c'est toujours clair? Est-ce que la qualité est toujours la même? Quelqu'un pour répondre? Nidal, ok. Donc, je suppose que c'est clair pour tout le monde. D'accord, très bien. Donc, maintenant, pour configurer, par exemple, l'interface VLAN 1, donc on se place en mode de configuration globale, interface VLAN 1, name if inside. Alors, regardez. Inside, c'est l'interface qui est connectée au réseau privé. Donc, c'est une interface qui est sécurisée. Donc, normalement, comme on a dit, qui me dit tout à l'heure, privé, c'est-à-dire maximum de niveau de sécurité. C'est le maximum. Donc, il suffit juste d'utiliser le mot-clé inside, comme ça. Inside. Donc, ça, c'est un mot-clé qui est reconnu par l'iOS. Inside, automatiquement, il va attribuer le niveau de privilège par défaut, c'est 100. Alors, il y a la commande pour définir le niveau de privilège, mais elle n'est pas obligatoire. Si, par exemple, vous utilisez un autre nom, name if TRI, il ne va pas affecter 100 par défaut. Dans ce cas-là, vous devez saisir manuellement le niveau de privilège. Donc, l'iOS, le mot-clé inside, automatiquement, c'est 100. Security level for inside set to 10 by default. Le niveau de privilège pour inside, entre guillemets, donc la chaîne
le caractère inside et par défaut sans IP adresse. Alors, pour l'interface VLAN 2, alors, la même chose, le mot-clé outside, c'est 0. D'accord? Security level IP adresse. Et la même chose, si on crée une troisième interface VLAN DMZ, automatiquement, il va attribuer le niveau de privilège 50. 50. Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui. Très bien. Maintenant, on a configuré les interfaces VLAN. Maintenant, il faut affecter les ports au VLAN. On a créé deux VLAN, VLAN 1, VLAN 2. Les ports du switch doivent accéder au VLAN. Et là, c'est comme si on travaille sur un switch. Donc, on sélectionne l'interface. Donc, ça, c'est l'interface physique du switch. Alors, rappelez-vous, il y a 8 ports. Il y a 8 ports pour ASA 5505. Donc, interface Ethernet 0 sur 0, switch port access VLAN 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je connecte, par exemple, un PC sur l'interface E0 sur 0, je vais communiquer avec outside. Donc, je dois configurer une adresse IP dans cette plage et pour communiquer avec outside. Donc, c'est comme si cette interface-là, c'est une interface qui est outside et connectée à Internet. 0 sur 1, access VLAN 1, donc c'est l'interface inside. Pourquoi? Parce que VLAN 1, c'est inside. Donc, par exemple, ce port-là, vous connectez un switch, on l'a directement un PC du réseau privé. Et cette interface-là, vous connectez l'équipement de l'opérateur. On peut vérifier ça en utilisant la commande show switch VLAN. Alors, par défaut, tous les ports, ils sont VLAN 1, tous les ports. Sauf le outside qui a été modifié. Donc, on a changé E0 sur 1. Alors, E0 sur 2, 3 jusqu'à 7, on a VLAN 1. Mais, le switch, tous les ports par défaut, ils appartiennent au VLAN 1. Est-ce que c'est clair? Très bien. Donc, pour afficher la configuration des interfaces, donc c'est show interface IP brief. Et là, on a toutes les interfaces avec les adresses IP, ainsi de suite. Et on remarque les deux interfaces VLAN 1 et VLAN 2 qu'on a configurées. On peut aussi utiliser la commande show IP address qui affiche uniquement les adresses IP des interfaces. OK. Alors, pour configurer une route par défaut, donc route par défaut, c'est une route statique. Et route statique, c'est route outside. Ça, c'est l'équivalent de la commande IP route. Au lieu de dire IP route, on dit route outside. Le reste, c'est la même chose. Donc, l'adresse du réseau de destination, le masque, et l'adresse IP du prochain saut, la next hop. D'accord? Alors ici, l'adresse est 00 avec le masque 00 parce qu'il s'agit d'une route par défaut. D'accord? Alors cette commande-là, normalement, elle peut être automatique si on avait configuré l'interface outside avec le paramètre cette route. D'accord? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? Après, on peut vérifier en affichant la table de routage. Donc, show route. Route, c'est l'équivalent de show IP route. Alors, une autre remarque. J'espère que vous avez remarqué avant que je le signale. Le routeur, la commande show, elle est exécutée en mode privilégié. Maintenant, avec le ASA, on peut exécuter la commande à n'importe quel moment. La preuve, c'est que show route, elle est exécutée en mode de configuration globale. Le routeur, pour exécuter la commande show, le mode de configuration globale, il fallait mettre do show IP route pour exécuter une commande dans un mode
c'est-à-dire précédent. Avec ASA, on peut exécuter la commande à n'importe quel emplacement. Donc, chez Outlook, on peut vérifier l'existence de la route par défaut. C'est bon? C'est clair? Très bien. Alors, la configuration des mots de passe. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pour configurer le mot de passe des lignes VTY, d'accord, on utilise la commande password directement. Donc, password, ça, c'est pour configurer le mot de passe au niveau des lignes VTY. Donc, on écrit directement password et le mot de passe. C'est comme si on a mis line VTY 0, par exemple 4 ou la 0, password et login. 3 commandes en une seule. D'accord? Après, il faut définir quelles sont les adresses IP autorisées à se connecter en utilisant Telnet. Alors, mais si vous mettez uniquement password Sysquare, on ne peut pas se connecter Telnet. Donc, il faut définir quelles sont les adresses IP qui sont autorisées à se connecter. Et pour cela, on utilise Telnet. Telnet, par exemple, l'adresse IP inside. Ça veut dire quoi cette commande? Ça veut dire que la machine qui a l'adresse IP 192.168.1.3, elle est autorisée à se connecter au pare-feu ASA en utilisant l'interface inside. Ça, c'est le timeout, c'est-à-dire le délai d'inactivité après lequel la session va être réinitialisée. D'accord? Alors, c'est en minutes. Donc, 3, ça veut dire 3 minutes. On peut aussi utiliser l'authentification AAA, hein, si on a un serveur AAA. AAA Authentication Telnet, console locale. Donc, par défaut, premièrement, c'est le mot de passe de la ligne console. Et après, Telnet. Si la ligne console n'est pas disponible, c'est le username et le mot de passe qui est configuré. D'accord? Alors, pour supprimer les connexions Telnet, on utilise clear configure Telnet. D'accord? Donc, rappelez-vous, pour configurer Telnet, le mot de passe n'est pas suffisant. C'est uniquement le mot de passe qui sera demandé. Après, quelle est la machine qui est autorisée? C'est la machine qui a de l'adresse. Si vous voulez autoriser tout le réseau privé, vous mettez l'adresse 0 ici, l'adresse réseau et le masque. Donc, c'est le masque d'une adresse IP. C'est l'inverse de le masque générique. Inside. Donc, ça, c'est pour dire uniquement la machine qui a l'adresse IP 1.3. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Alors maintenant, pour configurer l'accès SSH. L'accès SSH, il est plus sécurisé. Donc, un peu la configuration, elle est un peu différente. Donc, il faut créer un username et un mot de passe. Donc, ça, c'est la même chose que pour le routeur. Donc, username, admin, password, class. Après, on utilise le AAA. Authentication SSH console locale. Générer la clé, donc c'est la même config. CryptoKey generate RSA module, donc une clé de 2048. D'accord? Et la même chose, on définit quelles sont les machines qui sont autorisées à se connecter au SSH. D'accord? Donc, les machines qui sont autorisées à se connecter au SSH, donc dans cet exemple-là, c'est 1.3, 1.4 en inside et l'adresse 112.16 en outside. C'est-à-dire c'est comme si on autorise l'accès SSH depuis les deux interfaces, l'interface inside et l'interface outside. Pour définir la version, donc c'est SSH version 2. Donc ça, c'est un exemple de configuration de SSH. Je pense que c'est clair, sauf s'il y a des questions.
D'accord. Alors, la configuration de NTP, donc, c'est pour la synchronisation avec le serveur de temps, NTP. Donc, c'est à peu près les mêmes commandes. Ça ressemble un peu aux commandes configurées pour le routeur. Donc, activer l'authentification avec un serveur NTP. Définir la clé qui sera utilisée pour l'authentification. Donc, c'est la clé 1. Et le mot de passe. Donc, c'est le mot de passe qui sera utilisé pour authentifier le ASA avec le serveur NTP. Et ça, c'est l'adresse du serveur. Donc, ça, c'est si on a un serveur NTP qui permet la synchronisation. Normalement, il doit y avoir un équipement de synchronisation d'horloge pour ne pas avoir des équipements qui ont des horloges différentes. Et surtout pour la journalisation. C'est très important. Il faut que l'heure et la date soient bien réglées sur tous les équipes. Et donc, un serveur NTP, il permet d'unifier la configuration, unifier la synchronisation. Comme ça, on saura à la seconde à quel moment il y a eu un événement au niveau des équipements supervisés. D'accord? Alors maintenant, comment configurer le DHCP? C'est-à-dire comment configurer le ASA comme un serveur DHCP. Donc, la configuration, elle est différente par rapport au routeur. D'accord? Donc, pour définir une plage, alors là, on ne définit pas d'étendue, ni le nom de l'étendue. On passe directement à la plage. Donc, pour configurer une plage, on utilise la commande DHCPD, adresse, l'adresse de début, tirer l'adresse de la fin. Bien sûr, c'est par rapport à la version de l'iOS. Par rapport à la version de l'iOS, alors, la version de base, elle n'autorise que 32 adresses pour la plage. Mais si vous faites un upgrade avec une version récente, on peut avoir plus. Donc ça, je parle le cas d'un équipement physique. Mais sinon, c'est limité. D'accord? Donc, si vous faites 1.10-1.100, c'est-à-dire c'est comme si on dit distribue 100 adresses. D'accord? Non, pas 100, pardon. 91 adresses. D'accord? Donc, 1.10, il n'accepte pas. Malheureusement, il dit c'est limité à 32 adresses. D'accord? Maintenant, si on voudrait programmer plusieurs, malheureusement, je l'ai testé sur un équipement réel, il écrase. C'est-à-dire qu'on peut dire, par exemple, 10 jusqu'à 41, c'est 32 adresses. Après, je fais 42 jusqu'à 60, c'est 42 jusqu'à 60 qui va rester. Celle-là, elle va disparaître. Donc, il est limité à 32. Mais si on fait un upgrade de l'iOS, alors les versions récentes supportent plus. Très bien. Donc, voilà la commande complète pour configurer une étendue DHCP. DHCPD adresse, l'adresse du début jusqu'à l'adresse de la fin et l'interface. Ça veut dire quoi? Ce serveur DHCP, il va distribuer des adresses au réseau local qui est connecté à l'interface inside. Après, on peut définir la durée du bail, DHCPD lise. Pour DNS, on peut configurer les adresses DNS, DHCPD DNS 1, DNS 2, domain name, par exemple, tri.local, et c'est pour activer le service DHCP. Donc, ça, c'est très important au niveau de l'interface. Si vous configurez la plage et vous n'activez pas, Alpha Linux, vous configurez le fichier de configuration de DHCP, mais si vous ne démarrez pas le service, c'est comme si le démon, le processus d'écoute de DHCP, n'est pas opérationnel. Le serveur, il va recevoir des requêtes DHCP, mais il ne peut pas répondre parce qu'il n'a pas des démons, c'est des processus d'écoute qui sont prêts à répondre aux requêtes DHCP. Donc, il ne faut pas oublier d'activer le DHCP.
sur l'interface. Est-ce que c'est clair? Oui, très bien. Apparemment, c'est plus efficace. Alors, on va s'arrêter là. Donc, on va laisser la partie Object Group à la prochaine séance. La séance n'est pas encore terminée. Donc, il reste la partie démonstration. Donc, je vais faire une petite démonstration pour vous montrer un peu sur le simulateur, sur Packet Tracer, comment tester quelques commandes. Après, on va passer aux séances questions-réponses. Et à la fin, je vais vous donner un petit travail à faire sur Packet Tracer et me l'envoyer. Donc, c'est un travail à rendre, histoire de vous familiariser un peu avec le parfum. D'accord? Donc, cette partie-là, on va faire la séance prochaine. Maintenant, je vais passer au simulateur Packet Tracer. Je vais laisser la fenêtre réduite. On ne sait jamais si on a besoin de la syntaxe d'une commande. Alors, maintenant, petit problème, c'est que Packet Tracer, il faut agrandir un peu. Donc, je vais essayer de modifier un peu l'affichage. D'accord? Et vous allez me dire, est-ce que c'est clair ou pas? Voilà. Je pense que l'interface, elle est un peu grande. Essayez de répondre, s'il vous plaît. Clair? Très bien. Maintenant, on va travailler sur un firewall ASA. D'accord? Alors, pour configurer le ASA, alors, il y a ici, à côté des routeurs et des switches, il y a Security. Alors, il y a les deux versions. Donc, avec la mise à jour, ils ont ajouté le 5506. Donc, on peut faire travailler sur la version que vous voulez. Donc, voilà le 5505. Alors, on va voir un peu la partie physique. C'est comme on a vu le cours. C'est le maximum. Je peux pas agrandir plus, mais j'espère que c'est clair. En les ports, ainsi de suite. Et il y a l'interface ligne de commande. Est-ce que c'est clair ou là j'agrandis un peu les caractères? Répondez-moi. C'est clair ou là c'est clair, très bien. Donc, par défaut, c'est le mode utilisateur. Donc, on fait enable. Alors, il demande un mot de passe. Donc, par défaut, sans mot de passe, donc vous rentrez direct. Vous êtes sur le mode privilégié. Après, mode de configuration globale. Donc, les commandes, c'est la même chose. On va, par exemple, configurer le hostname. Hostname ASA, par exemple, TRI. Hein? Donc, vous voyez où c'est bon. On peut faire une bannière. Banner. La bannière, ça ne marche pas. Ça, c'est le premier constat. Alors, on va revenir sur les commandes. J'ai remarqué que la bannière ne marche pas. Banner. Pourquoi ça ne marche pas? Sûrement, c'est une limitation de Packet Tracer. Donc, malheureusement, la bannière ne marche pas. Bon, mais c'est pas grave. D'accord. Alors après, on va créer une interface VLAN, interface VLAN 1. Name if, regardez, inside,
IP adresse, par exemple, 192.168.1.1, 255.255.0. No shutdown, OK. Après, on va affecter le port au VLAN. Par exemple, interface Ethernet 0/0, switch port, access VLAN 1. Alors, on va tester. Donc, on a configuré une interface inside. On va essayer de connecter un PC ou bien deux PC. D'accord? Alors, là, il faut choisir Ethernet 0 avec switch. D'accord? Après, voilà. Voilà. On va configurer le PC avec une adresse dans le même réseau, par exemple. 1.11. Gateway, on n'a pas besoin. Alors, ici, 1.12. C'est bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va essayer, par exemple, de tester la connectivité avec le hasard. Et par un ping. Voilà, ça répond. On arrive à communiquer. Maintenant, on peut tester, par exemple, Telnet. On va configurer Telnet sur le hasard et essayer de se connecter à distance Telnet. OK? Maintenant, pour configurer Telnet, c'est par exemple Cisco et Telnet. On va autoriser uniquement la première machine, 1.11, et le masque inside. OK? Voilà. Donc, normalement, la configuration est terminée. Donc, on va essayer de se connecter. Telnet et l'adresse IP du hasard. Voilà. Il demande le mot de passe. Voilà, enable. Et nous sommes rentrés. D'accord? On va essayer de se connecter à partir de la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la connexion est refusée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on n'a pas autorisé la machine 1.12. Qu'est-ce qu'on a autorisé? On a autorisé uniquement la machine qui a l'adresse 1.11. Est-ce que c'est clair? Souleymane Douyeb, tu veux dire quelque chose? À la fin, tu as comme le micro pour parler. C'est clair? Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Très bien, c'est clair. Alors, on va afficher la configuration. Show running config. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Tiens, le mot de passe, il est crypté. Ce qu'on va tester, par contre, c'est on va tester DHCP. Vous remarquez, le DHCP, il est déjà activé. On n'a pas activé DHCP.
Donc, DHCP, il est activé sur l'interface inside. Donc, on va essayer d'ajouter une nouvelle machine, par exemple PC portable. On va la connecter. On va la connecter là. Voilà, très bien. On va accélérer un peu le processus. Ça y est, elle est activée. Ce qu'on va faire, c'est configuration automatique pour tester le DHCP. Donc 1.5, ça marche. Pourquoi il a attribué 1.5? Parce que la configuration, ça commence par 5. D'accord? 5 jusqu'à 36. Elle est jusqu'à 36. 36 moins 5, c'est 31, plus 1, il y a 32. Illimité 32 adresses. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va configurer une autre interface outside. C'est clair pour tout le monde, hier? Alors, on va configurer l'interface VLAN 2, par exemple. D'accord? Name if outside. IP adresse, par exemple, 172.16.01. OK? Site. Et on va faire l'interface. Alors, voilà, interface 0 sur 1. 0 sur 1. Switch port. Access VLAN 2. Maintenant, on va connecter un serveur, par exemple. OK? Et on va. Donc, il faut bien choisir l'interface. 0 sur 1. Voilà. On va accélérer le processus. Donc, je vais documenter un peu le schéma. Donc, là, c'est inside. Et là, c'est outside. OK? C'est inside, ça, c'est outside. Alors, je ne vais pas configurer de l'adresse le serveur. Par contre, je vais configurer DHCP. D'accord? Je vais configurer DHCP, c'est-à-dire je vais créer une plage DHCP pour le réseau outside. Donc, c'est une occasion pour voir comment configurer DHCP. Donc, DHCPD, adresse, je donne la première, par exemple, 10, 172, 16, 0, 31, outside. J'ai défini la plage et je dois activer enable outside. OK? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, il y a un conflit DHCPD autoconfig. Ah oui, alors si je fais show run, alors, on doit désactiver DHCPD autoconfig outside. No. Copie. Voilà, on va revenir. Voilà, maintenant c'est actif. D'accord? Alors, on n'a pas défini la passerelle, mais on va le faire après. Donc, on va juste d'abord tester. Le serveur, est-ce qu'il va arriver à avoir l'adresse là? RCP. Très bien. La gateway automatiquement outside. Très bien.
on va tester DNS. Est-ce qu'on peut ajouter une adresse DNS? On va voir si on peut faire ça. Alors, on a commencé DHCPD DNS 8.8.8.8 par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette plage-là, elle va ajouter comme option DNS pour les clients. Donc, je vérifie sur le serveur, le machine serveur. Est-ce que vous suivez? Ah, c'est très bien. Donc, tout le monde suit. Très, très bien. Donc, je refais pour voir juste l'adresse DNS. Très bien. Donc, l'adresse DNS, maintenant, elle est configurée. Alors, maintenant, est-ce que ce serveur-là, il peut communiquer avec les PC? Outside vers inside. Alors, non. Non. Pourquoi? Parce que ça, c'est un niveau de sécurité élevé, niveau de sécurité bas. Donc, la règle, c'est lorsque le niveau de sécurité est élevé, il n'accepte pas les connexions depuis le niveau de sécurité bas. D'accord? Maintenant, on va essayer de contacter. Alors, ping 192, 168, 1 point quoi? 11. Vous remarquez, ça ne marche pas. Donc ça, c'est les niveaux de sécurité qui ont bloqué ça. Après, si on veut que ça marche, il faut configurer les access lists, ainsi de suite. D'accord? On fait l'inverse. Alors, à partir du PC, alors, j'ai de l'adresse là, c'est 011. Est-ce qu'on peut, à partir du PC, pinguer 011? 172, 16, 011. Le ping, il arrive, mais le retour qui est bloqué. D'accord? Donc, le ping, il passe, mais c'est le retour qui est bloqué. OK? Maintenant, une dernière vérification. Est-ce qu'on peut se connecter Telnet ASA? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? À partir du serveur, est-ce que je peux me connecter le ASA? Non. Non. Alors, très bien. Alors, les gens qui ont dit non, pourquoi? Ce n'est pourquoi, pourquoi? Les autres aussi. Niveau de sécurité. Ça veut dire quoi, niveau de sécurité? Je n'ai pas vu le premier commentaire. Maintenant, pour que je puisse les IP autorisés. Oui. Normalement. Donc, Telnet, il faut autoriser l'adresse IP et aussi l'interface, hein, pas uniquement l'adresse IP. Donc, on va modifier la configuration du ASA pour autoriser l'accès Telnet depuis le serveur. Alors, avant de faire la commande, on va faire showrun pour voir un peu où est-ce qu'il voilà Telnet. Alors, Telnet, on autorise uniquement la machine qui a l'adresse 1.11 en inside, c'est-à-dire la machine 1.11, si elle se connecte au niveau de l'interface in. Donc, il faut autoriser le serveur, mais sur l'interface outside. Donc, Telnet 172, 16, 0.11, le masque, et outside. OK? Alors, si tu fais, à
Après cette commande, est-ce qu'on arrive à se connecter Telnet? Avant de tester, est-ce qu'on va arriver à se connecter Telnet? Non. C'est called inside. D'accord. On va tester, mesdames, outside. Donc, on va tester le serveur. Telnet 172.16.01. Ça marche. Ça marche. Ça marche, ton fait. Pourquoi? Parce que Telnet, on ne spécifie pas l'adresse IP à l'entrée. Donc, toutes les adresses IP sont accessibles via Telnet. Alors, si je fais inside, c'est pire, ça ne marche pas. Si vous faites, il est de la configuration que je viens de faire. Si vous remplacez outside par inside, ça ne va pas marcher. J'ai fait outside, ça marche. Parce que l'adresse, et se trouve le réseau outside, il est autorisé à se connecter à l'interface outside. Et toutes les interfaces via le ASA sont accessibles via Telnet. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, pour ma part, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. De la partie du cours. Donc, demain, on va poursuivre. Mais j'aimerais avoir des questions. Donc, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage. Je vais vous envoyer avec le support par email. Et je vais essayer d'activer le son. D'abord, si quelqu'un a une question, il peut la poser. Alors, je l'ai dit, pourquoi serveur 0 ne peut pas se connecter au PC 0 et laptop 0? Je connais pas de la question. Serveur 0 ne peut pas se connecter. Alors, ne peut pas se connecter, pourquoi? Parce que serveur 0, il se trouve sur la zone outside. Et PC 0, il se trouve sur la zone inside. Alors, je reviens plus court pour répondre. Je vais de la diapositive. Alors, je vais partager l'écran. Alors, je vais partager mon écran. Alors, tu te rappelles, Mnadi? Non, Mnadi, pardon, Hadi. Non, Hadi. Excusez-moi, voilà. Alors, qui permet le trafic ou deny trafic? Deny trafic, ça veut dire quoi? Depuis outside vers inside. Donc, par défaut, c'est bloqué. Depuis outside vers le inside, par défaut, c'est bloqué. OK? Le serveur là, qui est outside, le PC0 qui est inside, donc par défaut, denied traffic. Est-ce que c'est clair? Alors maintenant, puisque c'est clair, dites-moi, si je veux, qu'est-ce que je dois changer? Il abrite le serveur et communique avec le PC0. Qu'est-ce que je dois faire? Une solution. Qu'est-ce que je dois faire pour autoriser le serveur? On va c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Quelqu'un pour répondre? Non, VPN,
C'est bien tenté, mais ce n'est pas VPN. Tout simplement, revenons ici. Qu'est-ce qui est autorisé vers l'inside? Qu'est-ce qui est autorisé vers l'inside? D'accord? Qu'est-ce qui est autorisé depuis le outside? Donc, outside vers DM. Donc, l'inside, par défaut, tout est bloqué là. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va remplacer l'interface inside par quoi? Par DMZ. On va transformer à de la zone outside vers outside. DMZ, très bien. On va tester, là, je revois. Alors, interface. Alors, VLAN, c'est quel VLAN? 1. Name if DMZ. Name if DMZ. Est-ce que ça marche? DMZ. Alors, DMZ. OK. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut. On va pinguer. Là. Pinguer. Ça ne marche pas. Interface VLAN. Name if DMZ. C'est peut-être le security level. On va tester. Qu'est-ce qui manque là? Il manque la gateway. ما كايناش الجيتواي. هذا البيسي ما عندوش جيتواي. هذا عنده جيتواي. هذا عنده لا جيتواي. نجربوا نبينغيو على سي بيتيتر مشكل في لا جيتواي. نجربوا 1.5 حتى هو سا مارش با. هذا عنده الجيتواي سيرفر. عنده لا جيتواي. Peut-être le niveau de sécurité. Interface. VLAN 1. Security level 59. Voilà. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, elle est outside, on est dans l'inside. Je vais configurer l'interface VLAN 3. Name if DMZ. Il est impossible. OK. Interface VLAN 1. Il n'accepte pas les interfaces. Interface VLAN 3. D'abord, ça marche. Name if DMZ. C'est forwarding, je pense. Bon, de toutes les façons, on va le laisser jusqu'à demain. Je vais arrêter l'enregistrement à 1h30. Alors, l'enregistrement.